voilà, de cet après-midi autour de la question des récits artistiques et des urgences écologiques. Je pense que c'est Antoine et Céline qui ouvrent le bal. Mhm. Je vais commencer et puis Antoine parlera après moi. Donc, bonjour à tous. Je suis Céline Saint-Martin. Je co-dirige avec Antoine Choplin Scènes Obliques. Nous sommes très contents de passer cet après-midi avec vous autour de ce webinaire, même si on aurait forcément préféré vous voir en chair et en os, mais au moment d'organiser cet événement, on a été dans l'incapacité de voir si on pourrait même trouver une salle et permettre la bonne organisation de ces rencontres. Alors voilà, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Ces outils numériques vont nous permettre cet après-midi de réunir un certain nombre de paroles qui nous paraissent précieuses et importantes sur notre sujet, des paroles qui sont de tous horizons, de quatre coins de l'Hexagone. Alors, on est plutôt réjouis de pouvoir proposer cet événement en ligne cet après-midi. Juste pour vous dire un petit mot donc de Scènes Obliques, je vais être rapide. Hein. Scènes Obliques, c'est une structure culturelle iséroise qui est basée dans le massif de Beldonne, qui est cette montagne qui longe la vallée du Grésivaudan qui relie Grenoble à Chambéry. Depuis une trentaine d'années, nous y développons des projets artistiques de toutes sortes pour proposer la présence d'artistes au plus près des gens. Alors peut-être dans les projets les plus résonnants, nous avons le Festival de l'Arpenteur que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, qui va dérouler sa 26e édition cette année, qui va se passer donc début juillet. C'est une vingtaine de propositions artistiques entre spectacles vivants et littérature. Et à côté de lui, peut-être un peu plus discret, le projet Cairn, qui est sous-titré Rencontre internationale de proximité, qui propose un temps d'écriture dans cet écrin de montagne avec des rencontres plutôt intimistes dédiées à des artistes, des auteurs étrangers ou en lien avec l'étranger. Ces deux projets sont parmi d'autres que je ne vais pas citer ici, ont vraiment tissé au fil du temps le caractère d'une démarche poétique endémique à ces terres de montagne. Et nous faisons le constat, après ces 30 années, de l'envie que la montagne soit vraiment une priorité artistique dans notre travail et que ces enjeux, notamment face à la crise écologique qu'elle subit, soient l'occasion de susciter des croisements que nous pensons féconds avec le monde scientifique. C'est pour cette raison, et c'est sans doute aussi l'intérêt de ce webinaire, que Scènes Obliques a décidé d'inaugurer l'année prochaine, en 2022, ce que nous appelons l'espace culturel international de la montagne, qui est pour nous une nouvelle ère dans cette histoire et l'occasion vraiment de prendre part aux grandes problématiques de notre monde contemporain face aux évolutions climatiques et aux impacts qu'il crée, autant sur le plan humain, sociétal et environnemental. Voilà, je vais laisser la parole à Antoine Choplin pour introduire ce webinaire et je vous souhaite une très bonne après-midi. Oui, merci Céline. Je vais faire une fausse introduction en fait, hein, et très vite passer la parole à Anne-Lise. Oui, ben, comme tu l'as suggéré, la question du récit artistique est au cœur de notre activité depuis une trentaine d'années maintenant, et c'est beaucoup déployé parce que ça a été le parti pris initial, fait partie vraiment de l'ADN de ce que nous fabriquons, en friction avec la question du paysage, et ce, selon un certain nombre de modes, moult façons. Et évidemment, son articulation possible, celle de ce récit dans l'axe de ce qui vient d'être rappelé, c'est un lieu d'enquête pour nous, de recherche,
qui s'impose de manière accrue. Et c'est, je crois, ce que ce webinaire voudrait contribuer modestement à nourrir. Voilà. Alors, on le fera en plus, bien sûr, avec un accent un peu particulier, qui fera l'objet notamment de la deuxième table ronde sur l'environnement montagnard et un certain nombre de ses spécificités, car il y en a. Mais voilà, c'est une façon pour nous de nous inscrire un peu dans les pas du poète et penseur Édouard Glissant, qui aime à rappeler qu'il est bon d'agir depuis son lieu et de penser avec le monde. C'est ce qu'on voudrait essayer aussi de faire. Voilà, je ne vais pas rentrer sur le contenu et laisser Anne-Lise le faire pour introduire ce temps. Je voudrais adresser un merci très chaleureux à l'ensemble des intervenants qui, ici rassemblés, qui jouent le jeu de cette rencontre et qui jouent le jeu de cette rencontre à distance, qui n'est pas forcément ni le plus agréable ni le plus facile. Donc merci à vous d'avoir accepté ce rendez-vous. Je voudrais adresser un très grand merci à Caroline Scarpa, je crois avec qui vous autres intervenants avez été d'une manière assez dense en contact ces dernières semaines, et qui était vraiment qui est la cheville ouvrière de ces rencontres, et sur le plan organisationnel, mais aussi, et ça a été très précieux pour nous, Sense Oblique, sur le plan des contenus, avec un vrai travail de recherche, d'identification de ressources. Donc merci à toi, Caroline, pour ce travail extrêmement précieux et nourrissant pour nous. Merci à toi, Anne-Lise, donc Anne-Lise Nézot, qui va modérer cette rencontre. Anne-Lise, qui est aujourd'hui directrice de la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, qui a été enseignante et chercheur, notamment en Équateur, où elle a travaillé sur les problématiques environnementales et aussi sur les peuples autochtones. Elle s'est approchée, notamment en Amérique latine, des questions liées à l'extractivisme, dont il sera sans doute, je crois, question, notamment à l'occasion de cette première table ronde. Et je crois, et tu le diras sans doute mieux que moi, mais qu'il te tient à cœur justement de travailler à opérer ce rapprochement entre les sphères sensibles et scientifiques, sensibles artistiques entre autres, et scientifiques autour de la question écologique. Et je crois que tu vois ça comme un enjeu. Donc évidemment, tu es la personne idéale pour animer cette rencontre. Voilà, écoute, je te laisse la parole, Anne-Lise, pour introduire ce webinaire. Merci beaucoup, Antoine. Et puis merci vraiment à toi et à Sense Oblique voilà, de m'avoir proposé également de modestement contribuer à ce colloque et à ces rencontres. Je vais te dire un bref mot d'introduction. Cela dit bref, mais en 3 petits volets. Déjà, passer l'aspect technique en premier pour tous les participantes et participants aujourd'hui à ce colloque. Vous donner 2-3 petites informations, donc, comme je le disais, techniques pour ce webinaire. Je me joins donc aux voix qui auraient préféré effectivement nous rencontrer en chair et en os. Mais comme nous sommes là, vous dire donc que c'est normal que vos micros et vos caméras soient éteints pour des raisons donc de connexion et de praticité. Que cela dit, vous pouvez à tout moment, et on vous le demandera puisque chaque table ronde, enfin chaque temps de cet après-midi prévoit un temps d'échange avec vous, et donc vous pourrez poser vos questions dans un petit onglet qui se trouve donc en bas de votre écran et qui dit Q et R pour questions et réponses. Nous nous en ferons voilà, le relais et synthétiserons donc les questions posées pour bien sûr les transmettre aux différents panélistes ou intervenants. Ensuite, vous pouvez afficher selon vos envies d'une manière ou d'une autre. Vous avez donc en haut à droite de votre écran un petit onglet qui dit affichage. Voilà, si vous cliquez dessus, vous pouvez vous mettre en mode galerie ou voilà, privilégier simplement une vue standard comme celle qui doit s'afficher normalement sur votre écran. En tout cas, vous avez la main sur l'affichage que vous souhaitez.
Et puis, donc, bien sûr, voilà, le deuxième aspect, c'est un petit peu introduire aujourd'hui cette journée. Peut-être déjà un petit mot sur la Maison de la Nature et de l'Environnement de l'Isère, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc, c'est une association basée à Grenoble. C'est un lieu physique, hein, vous pouvez donc venir à la Maison de la Nature et de l'Environnement, où se trouve donc une médiathèque avec un fonds assez important sur cette thématique. Et puis, c'est une association qui anime un réseau d'associations qui œuvrent sur des champs très différents et complémentaires de ce qu'aujourd'hui on appelle la transition écologique et solidaire, que ce soit donc des associations œuvrant directement pour la protection de l'environnement, mais également voilà, sur d'autres sujets comme les mobilités, l'alimentation et donc la transition au niveau agricole et alimentaire, ou encore l'éducation à l'environnement et d'autres thèmes affiliés comme l'économie circulaire ou encore les alternatives numériques. Donc, en guise d'introduction, je dirais que oui, je suis convaincue, et c'est un peu un constat que beaucoup d'éducateurs, d'éducatrices à l'environnement ont tiré depuis plusieurs années, c'est qu'il ne suffisait pas d'être au courant de la crise écologique, climatique et de la biodiversité pour changer le comportement. Donc, toute l'interrogation dans la pratique des éducateurs, des éducatrices à l'environnement est de se dire comment est-ce qu'on fait pour véritablement engager des changements alors que même l'information ne suffit pas. Donc, il me semble, et c'est le sujet et le fil rouge de ce colloque aujourd'hui, que l'articulation entre le récit scientifique et le récit artistique est fondamentale. Qu'une approche sensible aux enjeux des crises écologiques et de biodiversité aujourd'hui permettrait justement de pouvoir rapprocher quelque chose qui parfois est trop distant. Et j'aimerais lire un petit peu, en reprenant des paroles et des concepts développés notamment par Baptiste Morisot, la crise écologique que nous traversons aujourd'hui comme une double crise, une crise de la sensibilité et une crise de l'expérience. Une crise de la sensibilité parce qu'il me semble que, et nous sommes nombreux à le souligner, que nous vivons une crise de nos relations au vivant. Ce que dit Baptiste Morisot, c'est qu'il y a une sorte de chute du monde vivant en dehors du champ de l'attention collective et politique, et qu'en somme, nous serions en train de vivre un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre et tisser comme relation à l'égard du vivant. Une réduction de la gamme d'affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant au vivant. Et cette crise de la sensibilité, c'est aussi une crise de l'expérience parce qu'il y a en somme une extinction, c'est encore les paroles de Baptiste Morisot, une extinction de l'expérience de la nature. Nous n'avons pas été socialisés parmi les entités non humaines. Nous avons en somme reconduit tacitement peut-être une structure à la fois épistémologique et politique qui en Occident, avec le régime naturaliste, a opposé l'humain, l'homme à la nature à la culture, et a construit donc une séparation ontologique entre l'humain et le vivant d'une manière générale. Cette crise de la sensibilité, c'est aussi une crise de la disponibilité aux autres formes de vie et une réduction de notre imaginaire. Allô ? Oui. Quelqu'un qui se connecte. Voilà, donc face à cette double crise de la sensibilité et de l'expérience, et face évidemment à l'accélération de la crise climatique et de la biodiversité, dont d'ailleurs aujourd'hui marque un pas de plus avec, comme vous devez peut-être l'avoir vu, donc le GIEC qui ce matin dans Le Monde, le Monde a repris, la presse a repris effectivement le constat du GIEC plus alarmiste que lors de leur dernier rapport en 2014,
effectivement avec du coup un projet de rapport rédigé qui insiste sur des effets encore plus catastrophiques de notre manière d'être au monde, de produire, de consommer. Et il me semble donc fondamental que nous puissions tisser les fils ensemble de ce qui pourrait répondre et de comment l'art pourrait répondre à cette double crise de sensibilité et d'expérience. Comment est-ce que l'art peut être une caisse de résonance ou un témoin, comment est-ce que les artistes peuvent, à travers leurs pratiques, à travers leurs œuvres, d'une certaine manière, incarner la crise écologique, la rendre plus sensible, peut-être justement contribuer à la rapprocher, puisque de nous, de notre expérience, souvent parce que nous nous mettons à distance, parce que ça arrive à l'autre bout du monde, ou parce que c'est arrivé dans le passé et qu'on semble être saisi d'une amnésie étrange, même par rapport à des catastrophes aussi bouleversantes que Tchernobyl, par exemple. Et qu'il nous semble donc essentiel de penser à ce que l'art, la pratique, le travail des artistes peut apporter, peut résoudre par rapport à cette double crise. Alors, caisse de résonance, mais aussi peut-être que l'art a la faculté, une capacité de créer une brèche pour renouveler, ou en tout cas pour imaginer de nouvelles places pour les vivants dans nos imaginaires et rompre cette mise à distance qui confine finalement la crise écologique à un après, à un demain ou à finalement une terre lointaine, trop éloignée de notre quotidien. Quelles questions donc traversent les arts dans ce champ de réponse à la crise écologique, à la crise climatique? Quels récits peuvent se structurer pour répondre, rendre compte, s'articuler à cet enjeu des transitions? Quelle articulation entre le discours scientifique et le récit artistique et quelle complémentarité on peut donc construire? Quelle place et quelle reconnaissance des récits artistiques par rapport donc à la crise écologique? Je crois qu'effectivement, ce sont des questions fondamentales qui vont bien sûr animer l'ensemble des interventions prévues cet après-midi. Et en guise d'introduction, il me semble qu'il y a des champs immenses en fait dans lesquels l'art, la culture d'une manière générale peut s'engouffrer, que ce soit dans un rôle de rendre plus sensible la crise écologique, ou que ce soit effectivement comme une possibilité de créer de nouveaux imaginaires capables de structurer un autre rapport au vivant. Je vais sans tarder plus donner bientôt la parole à Baptiste Lanaspez, que je vais présenter brièvement en espérant ne pas dire de bêtises, pour donc un moment d'introduction de cet après-midi. Donc, Baptiste, vous êtes éditeur, auteur, artisan indépendant. Vous avez été le directeur de collection aux éditions Autrement, et depuis 2009, vous avez fondé les éditions Wild Project, qui donc sont des éditions qui cherchent à réhabiliter la question de la nature, hein, si je ne me trompe pas, en philosophie. Et vous avez déjà commencé en fait par ce constat. Il me semble que vous avez le premier livre que les éditions Wild Project ont publié, si je ne me trompe pas, et c'était bien Printemps silencieux de Rachel Carson, et qui se trouve n'était pas publié depuis 1970 en France, alors que c'était donc bien en 2009. Voilà, donc c'est une édition importante, avec notamment des ouvrages fondateurs de la pensée écologique. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Marseille, ville sauvage, essai d'écologie urbaine, publié à Actes Sud en 2020, réédité en 2020.
Et vous avez aussi initié et coordonné la création du sentier métropolitain GR 2013, qui a reçu la médaille d'urbanisme 2013 de l'Académie d'architecture. Donc, c'était le premier sentier de grande randonnée de 365 km, si je ne me trompe pas, alliant culture et nature. Et vous avez aussi cofondé l'Agence des sentiers métropolitains pour contribuer à l'invention des villes écologiques de demain. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez vous attacher à souligner peut-être le manque du récit écologique en général voilà, dans les romans et vous interroger sur les recompositions donc des récits écologiques avec peut-être des sélections d'auteurs ou d'ouvrages qui vous sembleraient particulièrement éclairantes de ce point de vue-là. Merci pour cette présentation et merci pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors d'abord, un petit point logistique, c'est que je suis en déplacement à Caen, donc je vous parle depuis un lieu qui n'est pas du tout le bureau des éditions Wild Project, qui est un lieu qui s'appelle Territoire Pionnier, où on est en train de construire, de poser les bases d'un sentier métropolitain, donc un outil de découverte du territoire urbain de Caen. Un lieu qui est traversé par toutes ces questions de lieux, de récits. Donc, ça fait plutôt sens, mais ce n'est pas très pratique. Et ça veut dire aussi que je ne pourrais pas vous suivre dans le reste de l'après-midi. Donc, j'en suis vraiment désolé parce que c'est pas le jeu normalement, mais je ne pourrais pas parce que voilà, on est né au milieu d'un workshop. Alors, rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se donner une demi-heure et puis après, on pourra avoir un temps d'échange. Ce que je voulais dire en tout premier lieu, c'était que l'énergie qui a donné lieu à la naissance des éditions Wild Project, l'énergie qui a donné lieu à la naissance de la philosophie de l'écologie aux États-Unis dans les années 70-80, l'énergie qui a donné lieu à la naissance des humanités écologiques, elle est évidemment consciente du désastre écologique, de la crise écologique, mais elle ne procède pas de ce désastre et de cette crise. C'est pas une réaction à un événement tragique. C'est pas du tout ça, vraiment pas du tout. L'énergie qui procède à l'invention des humanités écologiques, à l'invention de la pensée écologique, c'est l'enthousiasme tout d'un coup de chausser de nouvelles lunettes, de ce qu'on avait appelé un changement de paradigme à l'époque et de se dire enfin qu'on voyait, qu'on sortait d'une conception, d'une ontologie, comme on dit en philo, donc une vision de la réalité, de l'être, du monde qui était complètement erronée et que tout d'un coup on recomposait sur le plan théorique notre cosmologie, notre rapport au monde, notre vision de la vie, de la Terre, de la nature, de la place de l'humanité dans la nature, et que cette recomposition théorique était pleine d'implications pratiques absolument immenses, et chez nous tous, les penseurs de l'écologie, il y a un élément un peu de révélation, alors qu'il n'y a pas une révélation religieuse, mais quand même tout d'un coup une prise de conscience irrémédiable, il n'y a pas de retour en arrière, de tout d'un coup un événement intellectuel, je ne sais pas comment appeler ça autrement, un événement intellectuel enthousiasmant, qui est une recomposition intime, mais qui n'est pas individuelle, c'est une recomposition qui se tisse entre les subjectivités, ce n'est pas un événement retiré du monde, et qu'évidemment, il y a un lien entre cette renaissance intellectuelle intersubjective et la renaissance qu'on aspire à donner à notre habitat terrestre ensemble, dans un contexte effectivement de désastre, de mort, de destruction de la vie sur Terre, de fragmentation des habitats, de dérèglement du climat, on sait, mais encore une fois, on ne procède pas de ça. Et j'insiste là-dessus parce que depuis 10 ans que je mène cette maison d'édition et que j'accompagne des auteurs étrangers à être publiés en français ou des auteurs français à accoucher de leur premier texte, souvent en français, on est vraiment porté par l'enthousiasme. Je ne dis pas ça comme une fierté particulière, mais c'est pour décrire ma réalité quotidienne, on est porté par l'enthousiasme de ce développement intellectuel dans un contexte tragique, mais qui, quelque part, on est protégé par l'enthousiasme de cette œuvre qu'on est en train de bâtir ensemble avec tous ces auteurs, ces lecteurs, ces libraires, etc. Et donc, je ne suis pas du tout dans l'énergie que la presse génère parfois avec ses gros titres et ses nouvelles écrasantes et cette inertie et cette impuissance. On est plutôt dans une espèce de drôle de truc d'arc-en-ciel où on est dans un immense soleil au milieu d'une terrible pluie, je ne sais pas comment dire. Mais le contexte est tragique, mais encore une fois, ce qui nous anime, c'est déjà la solution du problème qu'on est en train d'avoir aujourd'hui. Donc, ça, c'était en termes de tonalité générale. On est porté par cette conviction que l'écologie est une révolution cosmologique
encore une fois, qui nous amène à une recomposition théorique et pratique comparable à ce qu'ont pu être les Lumières à un autre siècle ou le socialisme au 19e, et c'est-à-dire des mouvements qui prennent un siècle et qui font que le monde humain n'est pas pareil avant et après, et d'ailleurs le monde non humain non plus. Et cette conviction, je l'avais longtemps, je la formulais longtemps tout seul dans mon coin, mais maintenant, comme on entend Philippe Descola le dire lui aussi, donc je mets toute l'autorité de Philippe Descola avec nous, ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est Descola aussi. L'écologie, ce sont de nouvelles lumières, même si l'enjeu est très différent. Et donc, c'est la participation à cette grande œuvre qui nous dépasse tous et qui nous anime et qui nous enthousiasme. Ça, c'était le petit point pour démarrer. Ensuite, maintenant, je réponds à l'interpellation que m'avait fait Antoine Choplin sur cette histoire de récit. Alors, effectivement, il y a 2 ans, je m'étais exprimé dans une vidéo qu'il avait vue et qui avait interpellé les gens apparemment, sur la place de la question du récit dans ce continent de ces pensées de l'écologie en train de naître. Donc, je vais la résumer brièvement parce qu'on part de là, mais je vais raconter un 2e épisode suite à cette vidéo qui date d'il y a 2 ans à peu près. Donc, ce que je racontais à l'époque, c'était que la maison d'édition Wild Project est née en voulant poser les ouvrages fondateurs de ces fameuses penseuses et penseurs de l'écologie. C'était le concept initial, ça a donné lieu à la collection Domaine Sauvage, où il y a Rachel Carson, Bert Callicott, Arne Ness, Baptiste Morisot, toute ce panthéon des penseurs de l'écologie. Il y avait un concept préalable, mais qu'à côté de cette collection-là, il y avait un souci qui était un souci plutôt, je ne sais pas, intuitif, intime, tripal, de faire une place à la littérature, au sensible, à la poésie, à la narration, au récit, dans tout ça, mais sans avoir un propos préalable, et qu'au fur et à mesure de développement de cette collection de littérature, donc ça s'appelle Tête nue, on a développé des choses un peu pêle-mêle qui venaient aborder l'écologie du point de vue plus sensible. Est apparue tout d'un coup l'évidence alors une évidence que je ne suis pas seul à porter parce que je me suis rendu compte après m'être exprimé sur ce truc-là que c'était des choses que Starhawk, Emily H avait dit auparavant, mais c'est très intéressant de voir comment des convictions intimes qu'on se forge tout d'un coup convergent avec d'autres convictions analogues. Ça veut dire quand même que ça augmente le flux de la rivière. Et bref, cette conviction était très simple, c'était de me dire qu'en fait, ce que produisait l'écologie comme recomposition théorique et pratique, c'est qu'elle recomposait en fait l'ensemble de notre structure narrative. Alors, qu'est-ce que j'entends par structure narrative? C'est tout un tas de trucs, c'est le type d'histoire qu'on se raconte, comment on se les raconte, les grandes histoires qu'on peut appeler les grands récits qui nous animent, on va y revenir, ces grands récits qui nous portent tellement qu'on n'en a même plus conscience, ces grands récits dans lesquels on est pris. Le récit, au début du XXe siècle, c'était qu'il fallait récupérer l'Alsace et la Lorraine et que le peuple tout entier se levait pour récupérer l'Alsace et la Lorraine parce que la nation, ça allait de soi que c'était fondamental, etc. Le récit que le progrès technique entraîne le progrès social et que tout progrès technique est bon. Enfin, ces grands récits qui nous portent, on voit bien que l'écologie, elle altère ces grands récits-là. On pourra approfondir. Et ensuite, il y a un autre rapport assez fascinant entre l'écologie et les récits, c'est que l'écologie est une science des choses situées. Par définition, c'est une science des interrelations situées entre des êtres vivants situés entre eux et avec des lieux qui sont eux-mêmes situés. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas dans la science de la particule élémentaire abstraite qu'on peut réussir à formuler, qui va résumer toute la complexité du monde dans une abstraction comme ça, attraction universelle, des grandes lois de l'univers comme ça. Pas du tout. Là, chaque histoire va être différente. Enfin, chaque écosystème est différent. Et en fait, faire l'analyse d'un écosystème, bien souvent, en fait, ça revient à faire l'histoire d'un lieu. Et l'histoire d'un lieu, de ce qui s'est passé, des événements qui ont eu lieu, etc. C'est particulièrement le cas dans l'éthologie aussi. Dès qu'on se met à étudier des populations animales, on est bien obligé de raconter ce qui s'est produit entre ces animaux, dans ces sociétés animales. Et donc on ne se rend pas compte à quel point une culture en écologie scientifique, en fait, oblige à avoir cette attention à la chose narrative. Comment il y a une sorte de dimension, la narration fait science, la narration fait savoir. L'écologie consiste à aller chercher ces petites histoires, à l'inverse de ces grands récits, ces toutes petites histoires situées qu'on collecte sans fin. Et tout ça se passe dans un contexte d'effervescence d'un truc qui est intéressant, qui s'appelle l'éco-critique, qui est au sein des humanités écologiques. Vous savez, il y a l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, l'histoire, la géographie. Il y a aussi en littérature ce nouveau courant qui s'appelle l'éco-critique. C'est donc la critique littéraire qui examine dans les textes littéraires du présent, enfin contemporain ou ancien du patrimoine, qui examine la relation entre les humains et le monde naturel.
Et donc, ce courant-là de l'éco-critique qui, en fait, bouleverse notre regard sur la littérature et qui vient de découvrir, par exemple, la présence de l'animal dans le roman, l'incroyable présence du vivant, là où on l'avait pas vu. Ce champ de recherche de l'éco-critique est en train de travailler profondément nos imaginaires parce qu'il nous fait découvrir un autre rapport à la littérature. Donc, il y avait ces trois choses-là qui s'emboîtaient et qui avait donné lieu à cette idée qu'autour du récit se jouait quelque chose de très important. Encore une fois, une conviction bien formulée chez Anna Tsing, chez l'écoféministe Starhawk, Emily H., etc. Alors, ce que je voulais du coup compléter aujourd'hui sur cette thématique-là pour le partager avec vous, c'est que je voulais vous inviter un peu dans les coulisses de la construction d'un catalogue. Une fois que, dans une maison d'édition comme la nôtre, une fois qu'on identifie un espèce de sujet complexe comme celui-ci, on le traite, on le prend, et ça devient un critère de choix des livres qu'on va publier, ça devient un enjeu qu'on veut aborder. Et en fait, de même que les auteurs, ils écrivent en faisant des phrases, les éditeurs, en tout cas les éditeurs artisanaux de petite taille qui construisent un catalogue, les éditeurs, ils construisent avec un propos avec des livres. Et donc, en fait, depuis 2 ans, on a publié, alors, ce n'est pas tous les livres qu'on a publiés qui abordent cette question des récits, mais comme c'est devenu une question structurante pour nous, cette recomposition des récits, cette recomposition de nos structures narratives, on a plusieurs livres qu'on a publiés expressément parce qu'ils apportaient des choses fortes sur ces questions. Et donc, je vais aller un petit peu rapidement, quitte à ce qu'on approfondisse après. Mais je voulais, par conséquent, vous présenter 3 bouquins qui sont, pour moi, fondateurs et fondamentaux pour bien poser la question de cette recomposition narrative et comment cette recomposition écologique des récits. Le premier ouvrage, c'est un ouvrage d'un écrivain américain qui s'appelle Barry Lopez, qui a priori fait partie de la galaxie de ces écrivains qu'on appelle, vous avez sûrement déjà entendu parler ça, les nature writers, les représentants du nature writing, qui est un genre très américain, presque un genre national américain, qui est devenu quasiment labellisé par les éditions Gallmeister, qui ont construit tout un catalogue sur le nature writing, et qui peut paraître un genre déjà très installé, parfois un petit peu romantique, un petit peu peut-être obsolète, mais vous allez voir qu'en fait, il nous réserve des surprises, ce genre-là. Et donc, Barry Lopez, c'est l'un des représentants les plus célèbres aux États-Unis de ce courant d'écriture. Il est mort il y a 6 mois, et c'est un géant, un géant de la littérature américaine. Et il avait publié en 1998 un petit texte qui était un manifeste sur sa conception de la littérature. C'est un texte sur sa poétique qui s'appelle « Vers une littérature des lieux », où il prenait en charge qu'est-ce que c'était que l'importance du lieu en littérature. Et il avait dit dans ce texte, cette formule qui, moi, me hante et m'habite depuis que je l'avais lu à l'époque. Il avait écrit qu'il se définissait comme un écrivain qui fait partie donc d'une génération d'écrivains, qui revient sans cesse à la géographie, de la même manière que les écrivains d'une autre génération revenaient en permanence à Freud et à la psychanalyse. Et c'est une remarque qui est très simple, mais qui est, je trouve, d'une grande justesse dans l'analogie qu'elle propose. Quand on pense à des écrivains comme Proust, comme Joyce, comme Virginia Woolf, comment il y a eu, dans la relation entre le sujet et le monde, comment il y a eu une polarité sur la résonance intérieure du monde dans le sujet, et comment tout d'un coup, le lieu a été investi par la littérature comme le sujet, l'objet, la ressource principale de la chose littéraire. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un lieu ? C'est assez complexe. La définition d'un lieu, c'est assez compliqué, parce que ça engage évidemment une subjectivité qui l'habite. Mais le point sur lequel je voulais nous emmener rapidement, encore une fois, je taille un peu à travers tout ça rapidement, c'est que Barry Lopez, qui est un écrivain voyageur, raconte comment, dans tous les endroits où il débarque, il s'en remet, il est obligé de s'en remettre au savoir indigène, au savoir autochtone. Et donc, il fait la liste des qualités que les autochtones vont avoir dans leur connaissance, leur compréhension des lieux, qui est en fait une capacité à collecter justement des savoirs situés très précis sur les lieux. Et il tire de cette connaissance indigène des lieux sa propre poétique en disant, donc je le lis, « Au fil du temps, j'en suis venu à penser que ces 3 qualités, une attention intime au lieu, une relation chargée d'histoire au lieu, plutôt qu'une conscience purement sensorielle, et le fait de vivre dans une sorte d'unité éthique avec un lieu. J'en suis venu à les considérer comme une défense fondamentale de l'humanité contre la solitude.
Si vous connaissez intimement un lieu, si vous connaissez son histoire et que vous engagez une conversation éthique avec lui, l'implication est la suivante. Le lieu sait que vous êtes ici. Il vous sent. Vous ne serez ni oublié, ni isolé, ni abandonné. Et il complète un peu plus loin en disant une façon succincte de décrire l'état d'esprit qu'il convient d'avoir devant un paysage consiste à dire que tout repose sur la distinction entre imposer et proposer son point de vue. En faisant une proposition sincère, vous espérez parvenir à une relation intime et réciproque qui vous nourrira d'une certaine manière. Imposer votre point de vue dès le départ, c'est écarter une telle possibilité, c'est exclure la compréhension. Et alors, l'attitude à laquelle Barry Lopez invite, donc pour lui, la littérature est placée sous le signe du lieu. Le lieu est pensé vraiment de façon analogue à une personne, et donc ce à quoi invite Barry Lopez, pour lui, l'acte de littérature, l'acte d'écriture consiste en fait à entrer dans une relation avec un lieu en se rendant vulnérable à ce lieu, c'est-à-dire en vraiment s'engageant dans la relation avec le lieu d'une façon qui est, c'est pas simplement une métaphore, vraiment avec le lieu comme une personne. Et en fait, cet acte-là, très précisément, et ce n'est pas par hasard qu'il repose sur l'idée qu'il prend comme modèle la relation autochtone, la relation indigène au lieu, cet acte-là est en fait très exactement le contraire d'un acte colonial. Un acte colonial, c'est débarquer dans un lieu qu'on ne connaît pas, dont on se saisit sans entrer en relation avec lui, en lui imposant des types d'habitation et de culture. C'est toute l'histoire. Il est un Américain, il est issu d'une société qui est une société de colonie de peuplement. Et donc, il dit qu'aujourd'hui, le sens de la littérature consiste à entrer en intimité avec le lieu. Alors, il le dit très finement, mais en fait, la mission qu'il donne à la littérature dans cette entrée dans les récits des lieux, c'est un acte profondément décolonial, puisque l'acte colonial est un acte situé lui aussi, mais qui vient nier ou violenter le lieu. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'un écrivain comme Barry Lopez, pas du tout identifié comme politique ou décolonial, encore une fois, un grand classique du nature writing américain, finalement place la mission de la littérature, la mission de nos recompositions narratives sous l'angle de la question décoloniale à partir de cet acte de se mettre en vulnérabilité dans un lieu. Et alors, ça, c'est Barry Lopez, 98, un écrivain. Et ça résonne de façon extrêmement intéressante avec un autre bouquin qu'on a publié à peu près à la même période. Donc ça, c'était celui... Oui, pardon, je n'ai même pas montré que c'était issu de ce petit bouquin, livre de poche, qui s'appelle donc « Réécrire l'Amérique vers une littérature des lieux », qui est composé de trois petits textes, dont celui-ci. Alors ensuite, je voudrais mettre ça en perspective avec un autre texte qui a été fondamental pour nous au sein de l'équipe. Les questions que j'aborde ici sont extrêmement débattues au sein de notre équipe. On est 4 éditeurs associés chez Wild Project. Et c'est donc des questions qu'on débat quasi tous les jours. Alors, il s'agit ici d'un bouquin qui date de 2004 et qui est écrit par une anthropologue qui s'appelle Deborah Bird-Rose. Un bouquin qui s'appelle donc « Vers des humanités écologiques ». C'est un petit article à la base, dans lequel Deborah Bird-Rose fait justement le diagnostic en 2004 de la parution de toutes ces nouvelles disciplines, sociologie de l'écologie, anthropologie de l'écologie, histoire, géographie, philosophie, on en parlait tout à l'heure. Et elle essaye de définir la mission de ces humanités écologiques nouvelles. En quoi est-ce qu'elles consistent? Et alors, elle s'inscrit dans le prolongement d'une grande philosophe écoféministe qui n'est pas encore très connue en France, mais d'ici 3 ans, vous verrez, tout le monde la connaîtra parce qu'elle est immense, qui s'appelle Val Plumwood. Donc ça, c'est toute la filiation australienne, tout le fil australien des humanités écologiques. Deborah Rose est donc une héritière de Val Plumwood, et Val Plumwood invite à une recomposition de la raison par-delà les dualismes modernes, donc nature, culture, sujet, objet, etc. Et Val Plumwood a passé toute son œuvre à inviter à cette recomposition de la raison, en disant que la raison était devenue outil de mort alors qu'elle devait être outil de vie. Parce qu'il y a tout un courant parfois anti-rationaliste en écologie, mais là vraiment Plumwood incarne ce truc d'une recomposition de la raison. Et Deborah Rose repart de ça en essayant de définir ce que pourrait être ce qu'elle appelle une raison connective, c'est-à-dire une raison qui se construit
dans la relation et l'interrelation et les systèmes de relations analogues à ceux des écosystèmes. Qu'est-ce que serait qu'une raison connective? Comment peut-on, on voit bien que dans un type de raison connective, la forme de l'énoncé sujet-prédicat ne marche pas, une équation mathématique ne marche pas, ce n'est pas ça une raison connective. Et donc, c'est là qu'elle pose le récit comme un outil de cognition, un outil de connaissance du monde, un outil de recomposition de la raison. Et donc, elle écrit « Dans les sciences sociales et les humanités, nous sommes mis au défi de promouvoir une expressivité qui convienne aux connectivités que nous explorons et avec lesquelles nous communiquons. L'engagement communicatif ne nous autorise pas à inventer des histoires, il s'agit plutôt d'étendre notre capacité à raconter ce qu'on peut appeler des histoires vraies, true stories, c'est son grand truc. L'impératif profond est d'étendre notre répertoire épistémologique. Et donc, cette façon de l'expression histoire vraie paraît très banale, mais en fait, le fait de croiser récit et vérité, recomposition de la raison et structure narrative, c'est en fait assez original. Et donc, elle enchaîne en disant « Nous entendons souvent que nous entendus comme colons ou comme occidentaux ou comme enfants de l'âge cybernétique, nous avons besoin de nouvelles histoires. Nous aurions besoin d'histoires sur notre place dans la biosphère, de nouvelles histoires sur l'organisme humain en tant que moment vivant en connexion avec son environnement. Nous aurions besoin d'histoires de justice qui élargissent notre pensée, d'histoires de relations au lieu qui élargissent notre pensée, etc. » Et elle dit « Le point que je souhaite développer est une mise en garde. Nous aggraverions l'erreur moderne si nous oublions ou si nous ignorions que le monde a déjà ses propres histoires. » Et donc, ça, c'est son point fondamental. Et donc, elle arrive à cette chose-là qui est devenue pour nous quasiment un manifeste pour la maison d'édition. Elle dit la vocation des humanités écologiques n'est donc pas de forger de nouvelles histoires, mais de devenir capable de collecter les histoires vraies qui ont souvent échappé à notre attention du fait de nos préjugés modernes coloniaux. Ces histoires vraies, ce sont des histoires de lieux, des histoires de vivants, des histoires autochtones, des histoires d'écosystèmes. Il s'agit au fond d'un programme d'alphabétisation écologique collective. Donc, c'est incroyable à quel point on retrouve à peu près tous les thèmes de Barry Lopez dans un propos beaucoup plus ici philosophique et avec une portée épistémologique plus grande, mais en tout cas qui articule notre alphabétisation écologique au monde et ce programme décolonial attentif à ce que les lieux ont d'irréductible. Et informés par les relations que les autochtones ont historiquement nouées avec ces lieux. Donc voilà, et alors j'avais prévu d'aller plus loin, mais ça va faire trop et je vais juste le présenter du coup très rapidement. Le dernier grand bouquin qu'on a publié tout récemment en janvier dernier et qui n'est centré que sur la question des lieux, mais ça mériterait presque un sujet en soi, c'est cet ouvrage de l'écrivain, du romancier indien qui s'appelle Amitav Ghosh, Le Grand Dérangement, qui a été salué par les intellectuels du monde entier, Giorgio Agamben, Naomi Klein, Bruno Latour, tout ce que vous voulez. Et donc, dans cet essai, le romancier indien invite lui aussi de façon urgente à recomposer nos imaginaires à travers une recomposition narrative, à travers 3 aspects en littérature, en histoire, en proposant une contre-histoire de l'industrialisation qui redéfinisse la place du Nord et du Sud, et en politique. Je ne vais pas rentrer là-dedans, ce sera vraiment trop long, mais c'est tout ça pour dire que comment est-ce que cette intuition qui avait été formulée il y a 2 ans et qui avait interpellé Antoine est en train de nourrir le catalogue, de donner lieu à cette efflorescence-là, à tel point qu'on a d'ailleurs, pour partager ça avec les libraires et les lecteurs, on a même produit une petite brochure, l'écologie en récit, qui essaye de résumer tout ça à travers donc question des lieux, des animaux et de la poétique, à travers une sélection de textes où on reprend un peu toutes ces convictions-là. Et c'est vrai que pour nous, en tout cas, c'est devenu assez passionnant en tant qu'éditeur de prendre en charge cette question qui est très vaste, très compliquée et qui va sans doute nous occuper pour la décennie qui vient. Et enfin, je finirai juste avec cette petite formule qui, au sein de l'équipe, nous habite tellement que je pense qu'on va d'ailleurs la peindre en grand dans le bureau, dans la librairie qu'on vient d'ouvrir. C'est toujours Déborah Rose. Je la soumets à votre jugement. Je ne sais pas si elle vous touchera à vous aussi. Donc, Déborah Rose, qui a passé énormément de temps avec les aborigènes en Australie, dit la philosophe aborigène Mary Graham, donc c'est une des aborigènes avec qui elle a vécu,
Donc Marie Graham écrit que les cultures aborigènes de la terre et du lieu sont fondées sur 2 axiomes. Le premier est « la terre est la loi »,« land is the law » en anglais, et « nous ne sommes pas seuls dans le monde »,« we are not alone in this world ». Et j'ai trouvé que ces deux axiomes-là étaient pour moi le plus beau résumé du programme philosophique et narratif que nous, on se donne en tout cas au sein de la maison d'édition. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop fastidieux. Et s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. Sinon, passer à la table ronde. Merci beaucoup, Baptiste. Oui, on invite, voilà, s'il y a des questions, à les inscrire donc, dans cet onglet de discussion. Peut-être donc quelqu'un demande, Juliette demande, aura-t-on un CR avec les recommandations de lecture? Je pense que bien évidemment, oui, je peux vous envoyer, oui. Envoyer toutes les références. Alors, j'ouvre aussi bien sûr l'invitation à dialoguer bien sûr aux panélistes également, aux intervenants de cette journée. C'est le début, il faut se chauffer un petit peu. Oui, pas de problème. Pendant ce temps-là, j'envoie les références dans le chat. Je ne sais pas si par contre ça part à tout le monde ou juste aux panélistes. Alors, il y a un petit onglet où tu peux mettre, voilà, choisir, envoyer la conversation à tous les panélistes et participants. D'accord. Ah oui, j'ai envoyé que à Laurent, là, ça ne va pas du tout. Pas de souci. Ça se modifie juste là, effectivement. Oui, ça y est, j'y suis. C'est très inspirant, en tout cas, effectivement, d'avoir ces 3 invitations à la lecture. Je crois que, en tout cas, de notre côté, ça débouchera certainement à ce qu'on les ait par ici. Super, merci Baptiste. Alors, il y a une question. Qu'est-ce qui explique des autrices comme Plumwood soient si peu publiées en langue française notamment? Alors, Plumwood a mis beaucoup de temps à être traduite en français. Alors, quand je dis beaucoup de temps, c'est qu'elle a mis 10 ans de plus que des confrères à elle, comme Bert Callicott, par exemple, qui ils ont tous écrit dans la même période. C'est des gens qui ont écrit dans les années 80, 85, 90. Bert Callicott a été traduit à partir de 2010. Arne Ness aussi a été traduit à partir de 2010. Et Plumwood, c'est plutôt 2020. Donc, il y a un écart de 1 décennie qui n'est pas neutre. Et je vais en donner mon avis là-dessus, en tout cas. J'ai été un des acteurs de ce retard. Je suis une des personnes responsables de ce retard, donc j'ai un truc à dire. Mais par contre, dans 1 an, à peu près 1 an et demi, vous aurez quasiment tout Plumwood traduit en français. Parce que nous, on va publier 2 livres de Plumwood dans l'année qui vient. Et il y en aura un aux éditions Dehors également. Donc, ça fait les 3 principaux bouquins de Plumwood seront sortis, sachant qu'il y en a un qui est sorti au PUF récemment, un petit bouquin, mais qui est bien aussi. Donc, ça fera 4. Donc, voilà, on y est. Plumwood, oui, voilà, c'est la revue Le Crieur a paru son texte, un extrait de son texte sur le crocodile. Et nous, on en sort un plus gros sur le crocodile aussi en octobre. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Plumwood arrive non seulement... arrive tard comme tous les auteurs des humanités écologiques en France, mais avec 10 ans de plus que les autres. Alors, moi, je vais vous dire mon point de vue d'acteur, c'est que en articulant la question du féminisme, la question décoloniale et la question écologique, Plumwood était extraordinairement d'avant-garde, a été d'une fertilité conceptuelle incroyable, mais elle avait juste trop d'avance. Elle était trop en avance. En fait, il y a seulement maintenant, le public est prêt à comprendre et à apprécier ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, en France, dans le contexte, on a tous oublié, mais en 2009, le mot anthropocène n'était pas utilisé, le mot effondrement n'existait pas, il n'y avait aucune maison d'édition spécialisée en écologie, ou presque. Et en fait, si on commençait à parler d'écoféminisme, MeToo n'existait pas. Si on commençait à parler d'écoféminisme en 2009, ça sonnait complètement New Age. C'était irrecevable dans l'atmosphère intellectuelle publique de l'époque où tous les élus de Europe Écologie commençaient leur discours en disant « Nous ne sommes pas des deep écologistes à la Arne Ness ». Donc, je veux dire, il y avait un rejet de toute formulation radicale de l'écologie
qui faisait que déjà Arnonès et Calicot étaient déjà des auteurs très, très rugueux, très étonnants. Et donc, Plumwood, c'était trop, quoi. Donc, ça y est. Par contre, maintenant, je pense que le public est mûr, il est prêt à lire Plumwood et que ça va être, à mon avis, ça va être une très belle rencontre entre le lectorat francophone et Plumwood dans les 12 mois qui viennent. C'est vraiment une des poids lourds, une des très grandes philosophes de l'écologie qu'on va tous découvrir ensemble. Alors, merci pour ces utiles précisions. On attend avec hâte la parution de ces livres. Après, sur la question des récits, il y a peut-être des choses auxquelles certaines personnes s'attendaient et que je n'ai absolument pas évoquées. Vous n'hésitez pas si vous trouvez qu'il y avait une attente déçue, je peux aussi entendre et répondre. Peut-être juste signaler qu'au mois d'avril 2021 sont sortis 2 livres assez importants dans le domaine de l'éco-critique pour ceux que ça aurait intrigué de découvrir un peu qu'est-ce que c'est l'éco-critique. Il y en a un qui est publié chez nous, chez Wild Project, mais il y en a un autre qui est publié ailleurs, chez José Corti. Je pense être à peu près objectif en disant que c'est les 2 livres les plus importants en français en éco-critique. Donc, le premier chez nous qui s'appelle « Une bête entre les lignes » de Anne Simon fait une espèce d'immense phrase de la présence de l'animal dans la littérature française contemporaine et plus classique. Et le deuxième bouquin qui n'a rien à voir, qui est chez José Corti, que j'aurais bien aimé publier aussi d'ailleurs, s'appelle « Vallée Noire ». Et c'est une invitation à penser radicalement, autrement la structure narrative, radicalement différemment d'Aristote. Et c'est un regard complètement différent sur l'histoire du récit, et notamment comment le passage de l'oralité à l'écriture a noué quelque chose de profondément anti-écologique. Le texte est un peu délirant, mais il est assez génial, d'un auteur qui s'appelle Jean-Christophe Cavalin. Et je pense que avril 2021 restera en France comme un joli moment avec Anne Simon et Jean-Christophe Cavalin comme installation de l'éco-critique dans le paysage intellectuel. Merci pour ces compléments. On a une question également concernant plutôt la revue Paysageur. Mais voilà, est-ce que c'est une question d'Isabelle? Pouvez-vous nous parler de la revue Paysageur, tout simplement? Alors oui, effectivement, donc la revue Paysageur a été créée il y a 3 ans. C'est une revue qui s'inscrit un peu au cœur de ce qu'on défend et de ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, donc les humanités écologiques, la question des lieux, la question des coloniales, la question du sensible, avec en plus une touche art contemporain. Pardon, pas art contemporain, parce que c'est art visuel, dessin, photo, plus généralement. Et c'est une revue avec laquelle on s'est rapproché, on est partenaire, on l'héberge maintenant. Et effectivement, le slogan, mais le mot d'ordre de la revue Paysageur, c'est des lieux, des récits et des luttes. Donc, on est clairement dans cette articulation entre recomposition de nos visions du monde, arpentage des lieux physiques, concrets et sensibles, et représentation artistique. Et effectivement, c'est vraiment un très bel endroit aujourd'hui qui est en train de tisser tous ces fils ensemble et qui résonne, c'est vrai que j'aurais dû en parler, qui résonne assez bien avec la perspective générale de cette journée. Voilà, c'est fait aussi, voilà, grâce aussi à cette intuition. J'ai deux autres questions. Une qui me semble retracer complètement le fil rouge également, un des fils rouges en tout cas de cette journée. Ce serait de se demander quelle est la perception en fait des scientifiques au récit sensible, à cet impératif du récit sensible. Parce que la personne dit souvent la vérité scientifique des chiffres stats est encore perçue comme l'alpha et l'oméga de la prise de conscience du problème climatique. Quelles seraient ou quelles sont les réflexions des scientifiques quant au récit artistique, la perception? Alors, je pense que je ne me sens pas de me prononcer sur la perception des scientifiques en général à ça, parce que franchement, ce serait trop maltraiter leur singularité, leur personne individuelle
Mais je comprends la question, hein, je l'aime bien. Peut-être ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que cette effervescence intellectuelle qu'il y a en écologie, et qui donc forme ce que nous on appelle les humanités écologiques, elle ne touche que marginalement, paradoxalement, les sciences naturelles. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens du côté des sciences sociales, du côté même des écrivains qui s'intéressent aux sciences naturelles, parfois une pratique amateur, mais quand même importante, alors qu'on n'a pas, il n'y a pas le phénomène symétrique en face. J'étais hier avec un chercheur à l'Institut de physique du Globe, Jérôme Gaillardet, avec qui on a abordé précisément cette question, et lui-même faisait le diagnostic. Jérôme Gaillardet, c'est le binôme de Bruno Latour sur les questions de zones critiques, cette nouvelle notion qui est super intéressante. Et donc, il n'y a pas au sein des sciences naturelles, des sciences de la vie et de la terre, un enthousiasme du côté des scientifiques. Donc c'est un peu une scène un peu clivée, c'est un peu étrange, quoi. Il y a tous ces chercheurs des sciences sociales qui vont aller grignoter des savoirs scientifiques pour construire un nouveau propos, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc, est-ce que ça va se produire? Est-ce qu'il faut être encore un peu patient? Est-ce qu'il faut attendre encore une décennie pour que ça se fasse? Je ne sais pas. Mais il me semble que ça répond quand même un peu à la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pratique de la science est tellement normée dans des publications d'articles, dans des revues scientifiques, lues par très peu de gens en anglais. La pratique de la science est vraiment pas propice à la publication d'un livre, le fait d'aller dans les journaux, les médias, en parler, dialoguer dans des événements, etc. Et donc, il faut qu'on crée des espaces. Ça peut être bien pour Scène Oblique l'année prochaine, je ne sais pas. Il faut créer des espaces un peu volontaristes où on va croiser effectivement des botanistes, des climatologues et des écrivains, des philosophes, je ne sais pas. Je pense que là, il y a un travail à faire. Est-ce que un de vous, intervenants, souhaitez rajouter quelque chose sur cette question, effectivement, de l'articulation, enfin en tout cas ce qui serait en fait le peu encore de réception ou d'enthousiasme par rapport aux narratives artistiques par rapport à la crise écologique? Tout simplement, c'est parce qu'on procède sur des légitimités différentes. Est-ce que effectivement, voilà, il y a une lecture trop opposée alors qu'on pourrait apposer des légitimités différentes? Est-ce que voilà. J'ai une autre question. Pouvez-vous faire une cartographie européenne des festivals qui mêlent les récits artistiques écologiques hors scène oblique, histoire qu'on puisse effectivement voyager un peu? Alors, je réponds, ouais. Cartographie européenne, non, je ne saurais pas le faire. En France, par contre, il y a eu 2-3 festivals qui se sont imposés. Alors, ce n'est pas exactement des récits artistiques écologiques, mais c'est des festivals qui, en tout cas, invitent massivement des auteurs des humanités écologiques. Donc, à Marseille, il y a Opéra Mundi qui fait un travail fabuleux depuis 3-4 ans. Et près de Mâcon, je crois, il y a la Manufacture des idées. Et c'est devenu 2 lieux un peu incontournables sur ces questions-là. Encore une fois, c'est plus humanité écologique que récit artistique. Et je ne suis pas sûr de comprendre pleinement l'expression de récit artistique, mais bon, je vois un petit peu. Donc, en tout cas, la présence de ces festivals en complément de éditeurs, libraires, auteurs, elle est vachement importante parce qu'elle rebrasse des tas de choses. Et c'est ça qui construit aussi l'effervescence d'une vie intellectuelle en France. Enfin, en France, en général, où que ce soit. Mais qui, en ce moment, c'est un des signaux de la mayonnaise qui prend, là, du fait qu'il se passe quelque chose. On a un petit mot, en tout cas, pertinent par rapport à la question précédente. Étant hydroclimatologue, je me fais juste la voix voilà, des spectateurs ou participants qui inscrivent leurs questions. Étant hydroclimatologue, entièrement d'accord sur la nécessité de sensibiliser les chercheurs des sciences de la nature à ces visions. Je crois qu'on est animés de la même conviction ici. Voilà, je pense que, en tout cas, on peut se dire que cette introduction finit sur une ouverture
qui recèle d'un potentiel assez important en matière de dialogue, de croisée interdisciplinaire, de narrative, de regard, et que voilà, on se sent encouragé dans ce mouvement enthousiaste, en tout cas qui présidait et que tu nous as raconté, Baptiste, à la création de Wild Project. Et voilà, cet enthousiasme visant à croiser ce qui peut-être normalement ne se croise pas, puisque opposés pour différentes raisons. Et une dernière remarque quant à ça, et je pense qu'après on pourra peut-être se donner un petit temps avant de commencer la première table ronde à 15h15, pour répondre à l'articulation entre science et art, voir l'expérience d'exposition un monde à réparer de Michel Lusseau. Je ne sais pas si d'autres parmi vous ont connaissance de cette exposition. Merci du conseil, donc à Fabrice. Alors, on me dit que nous avons une petite pause d'un quart d'heure avant de commencer donc la première table ronde de cet après-midi. Je remercie chaleureusement Baptiste de tous ces éléments. Et voilà, tu nous as donné une envie assez dingue de bouquiner. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci. Et donc, on vous dit à dans 10 minutes et quelques. 13 minutes. À tout de suite.